Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place, parce que la vérité c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gessaline. Bonjour Gessaline, j'espère que tu vas bien, même si ça fait quelques minutes déjà qu'on parle en off, et on vient de commencer, pour vous enregistrer un petit épisode de podcast. Alors, si je dois redire quelques mots sur le thème pour vous le présenter en quelques mots, avant qu'on en vienne vraiment à qui est Gessaline, pourquoi elle est là aujourd'hui, pourquoi elle vient passer un temps pour parler un petit peu de ce qu'elle vit. La thématique de l'épisode, c'est tout ce qu'on connaît d'ailleurs très bien, toi et moi. C'est tout ce qui est maladie invisible, douleur chronique invisible, etc. Et l'impact que ça peut avoir sur l'identité, tout ce que ces personnes peuvent être des gens qui ont l'air d'aller bien et en même temps chez qui ben ça va pas toujours bien. On va parler aussi du regard des autres, on va parler des choix au quotidien qu'on va anticiper, qu'on va modifier en fonction de ce qu'on vit justement dans notre pathologie, dans nos douleurs, etc. Et puis on va parler, je pense, on va agrandir un peu le sujet vers la charge mentale, l'hypersensibilité autour de tout ça. Peut-être même aussi la question, enfin la thématique des questions existentielles qui peuvent arriver à ces endroits-là. En tout cas, qui nous, chez qui nous, ça, c'est arrivé. Et on espère vraiment que ben, la discussion qu'on va avoir, elle va pouvoir aussi résonner chez vous. Si c'est le cas, on vous attend en commentaire. On vous attend aussi sur chacun de nos comptes. Je vous mettrai aussi tout après pour pouvoir nous contacter. Mais vraiment, on cherche à rendre visible ce qui est invisible encore aujourd'hui, parler aussi des choses dont on parle assez peu, et ben, juste pouvoir créer un espace pour tout ça. Gessaline, je vais te laisser ensuite te présenter, mais juste pour redire un truc. Nous, on s'est rencontrés il y a encore très peu de temps. On s'est rencontrés ben, dans nos sphères pro, finalement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui nous a reliés, c'est le regard. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, d'habitude, vous avez l'habitude qu'on soit dos à dos pour les épisodes de Be Back, parce que c'est un peu le concept. Mais là, moi, je trouvais que le fil rouge était vraiment qu'on se regarde, parce que c'est ce qui nous a connectés depuis le début, où on n'était même pas en mode en train de se parler, on était mute. Et déjà, il y avait quelque chose de... Oh, on s'est reconnus. Et donc vraiment, on va rester connectés comme ça aujourd'hui pour l'épisode. Et puis, ben voilà, je suis trop contente que finalement, tout ce qu'on a pu traverser au niveau professionnel nous a fait garder le lien, continuer nos discussions. Et puis, cet épisode, c'est un peu le bébé d'une discussion qu'on a eue il y a quelques mois, où tu m'as sorti une dinguerie, un truc qu'on t'avait sorti dans ton cadre médical, et je me suis dit, non mais ça, Céline, je suis désolée, mais il va falloir que je te propose qu'on en fasse un épisode. Et donc ça naît de ça. Et donc voilà, aujourd'hui on est là pour l'enregistrer. Donc voilà, on va parler de tout ce que je vous ai dit avant. Et avant ça, je vais te laisser toi, Gessaline, ben, te présenter comme tu as envie. Parce que c'est pas la Gessaline Pro qui est là aujourd'hui forcément. Tu peux le faire, enfin tu peux te présenter comme ça si tu en as envie. Mais voilà, c'est vraiment toi qu'on vient écouter. Donc voilà, merci en tout cas d'être là. Bah, merci Suzanne pour cette introduction qui résume vraiment bien tout ce qu'on a vécu depuis plusieurs mois ensemble et tous ces questionnements en fait qu'on partage alors qu'on a deux univers complètement différents, on a deux expériences de vie différentes et puis là de pouvoir regrouper ça dans un espace
qui fait du bien et qui, on l'espère, ben, pourra aussi amener des pistes de réflexion. C'était vraiment quelque chose qui ben, nous tenait à cœur, en tout cas. Et puis, par rapport à ce que tu as dit, sans trop en dire encore, ben, je m'appelle Jessaline, effectivement. J'habite en Suisse. J'ai 41 ans. C'est assez important dans mon parcours. Et j'ai deux enfants. À noter que j'ai un parcours de vie relativement atypique. Et cette notion-là, elle est aussi très importante pour moi parce qu'il y a cette notion, quand on parle de maladie invisible, qui vient un peu résonner avec cette notion de normalité. Et que dans cette notion de normalité, ben, il y a des questionnements qui sont parfois soulevés et d'autres qui sont complètement mis sous le tapis. Et que par rapport à ça, bien, j'ai eu un parcours de vie où j'essayais en fait de faire comme tout le monde, sauf que ça marchait pas et que c'était ben, de pire en pire en fait. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui va revenir dans les points qui vont suivre. Mais je tenais à mettre ben, ces quelques mots juste avant qu'on commence. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux juste nous indiquer, en tout cas celle dont tu veux parler, quand tu dis maladie invisible, etc., maladie chronique, est-ce que tu parles enfin, de quoi tu parles exactement pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Celle que tu veux bien sûr aborder aujourd'hui. Alors bah, là aussi, hein, j'ai un parcours de vie d'un point de vue santé qui est assez grand, où j'ai Varié, il y a toute une variété. ah oui, le panel complet. J'ai eu le package complet à la naissance qui s'est transformé au fur et à mesure des années. Celui qui est vraiment, enfin, la maladie dont j'aimerais mettre en avant vraiment aujourd'hui, c'est les allergies alimentaires sévères. Je pense que ça, c'est déjà un gros morceau. En tout cas, dans mon histoire de vie, c'est un gros morceau. Après, il y a d'autres choses qui font que j'ai aussi découvert en fait que bah, forcément une maladie ne venait pas toute seule et que par rapport à ça, il y avait tout un tas de paramètres et la notion de contexte qui venait aussi et que les autres pathologies qui sont sous-jacentes, eh bien, elles ne sont pas isolées. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que le focus, il est intéressant de mettre le focus sur les allergies alimentaires parce que c'est effectivement là où j'ai eu beaucoup de commentaires qui étaient, comme l'a dit Suzanne, des grosses dingueries. Mais après, on pourra faire d'autres discussions sur d'autres pathologies. Faire des liens, d'autres C'est liens, ça. en effet. Ok, ça marche. Et depuis quand tu vis avec ces allergies-là, sévères, et comment est-ce que ça a commencé? Alors, j'ai développé mes premières allergies alimentaires, j'avais 2 ans. Donc, vraiment toute petite. Ça a commencé par de l'eczéma. Vraiment un eczéma très purulent. Puis, c'est ensuite installé l'asthme. Et en parallèle, eh bien, il y a eu cette notion d'allergie. Donc, vraiment, c'était à la base, c'était le lait. Donc, enfin, le lait tout court et les œufs. C'est les deux premiers aliments qui sont vraiment apparus comme compliqués. Ok. Et après, tu as vu une évolution au fur et à mesure des années, peut-être avec les périodes de vie aussi, des choses qui étaient pas un problème au début, qu'ils sont devenus. Complètement. Et c'est aussi là où, bah, dans ce parcours-là, ce qui a été intéressant d'observer, c'est dans ces allergies-là, on m'a toujours dit, ah, à l'adolescence, ça va disparaître. Parce qu'il y a ce phénomène hormonal, etc. Et la courbe a tendance à diminuer. Et puis, normalement, ça devrait se régler. Ça ne se réglait pas. Puis ensuite, il y a eu plutôt l'inverse, où j'ai commencé à développer d'autres allergies, et d'autres allergies, et d'autres allergies. Puis en fait, chaque fois qu'il y avait enfin, un aliment qui devenait problématique, je le remplaçais par autre chose. Par exemple, quand je suis devenue intolérante, vraiment, enfin allergique à la caséine, donc qui est une protéine du lait, j'ai remplacé tous les produits laitiers par des produits à base de soja. Ok. Et là, on va dire quelques jours, mais plutôt du temps que je m'en rende vraiment compte, on va dire quelques semaines, j'ai développé une allergie au soja. Donc, c'est vrai que ça a été, ben, en fait, à chaque fois, il y avait ce cercle un peu où je me disais, ben voilà, là, il n'y a plus. Je commence à manger d'autres choses, où je mets en plus grande quantité. Et puis à chaque fois que j'amenais une solution, ben, il y avait encore une restriction qui se ramenait par-dessus.
Ouais, donc c'était un peu en cascade, à chaque fois que tu trouvais ouais, une solution, finalement Mhm. elle devenait le problème suivant, quoi. C'est En ça, trop grande quantité. Ok. exactement. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu arrives encore à manger ou est-ce que les allergies ont vraiment pris une place hyper importante et ont enlevé quand même une grande partie de ce que tu pouvais manger? Alors, ça a été encore crescendo jusqu'en 2021. Ou en 2021, j'ai fait un autre problème de santé, c'est que cette fois, j'ai fait une crise d'épilepsie parce que mon système nerveux était arrivé à un tel état d'activation et de saturation que du coup, le corps a eu besoin de relâcher vraiment de manière intense. Mais avant ça, j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus manger que 5 aliments. Il me restait 5 aliments sur la totalité sans que ça gonfle, sans que j'ai l'impression de mourir à chaque fois que j'allais manger, ou que j'ai d'autres réactions en fait. Et suite à ça, bah, voilà, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Ça, c'est clair qu'il y a eu ben, voilà, un besoin de ralentir encore plus, un besoin d'écouter encore plus le corps, un besoin d'être vraiment au contact des émotions, des sensations. Et puis, ben, on va pas dire qu'aujourd'hui, c'est génial, mais on va dire que, il y a une phase en fait un peu de stabilisation qui fait que j'ai pas déclaré de nouvelles allergies. Donc ça, pour moi, c'est déjà un grand pas en avant. Et au contraire, ben, il y a cette notion d'aller plus en profondeur dans l'écoute, dans ces notions de sensation. Et parfois, je retente en fait de réintégrer des aliments. Alors, je vais pas prendre vraiment ceux où j'ai un risque de faire un choc anaphylactique ou autre chose, plutôt des aliments où j'avais des picotements ou des choses comme ça, et puis d'essayer de les réintroduire. Et là, j'arrive petit à petit à réintroduire des petites choses, mais pour moi, à chaque fois, c'est Noël en fait. J'arrive à manger une olive, mais c'est le plus beau jour de l'année. Et Donc, justement, pour moi qui comprends pas, enfin, je pense que je suis pas la seule à pas connaître enfin, ce truc-là du tout, le syndrome, enfin, d'allergie, tu vois. Est-ce que tu peux nous faire un peu la gamme de, du coup, ça peut aller de quelques picotements à vraiment genre cette sensation de s'étouffer? oui. Et bah, dans mon parcours aussi, c'est là où ça a été un peu difficile à pouvoir déceler certaines allergies parce que tous les allergènes ne font pas les mêmes symptômes, en tout cas chez moi. Donc, il y a, comme tu disais, il y a des aliments qui vont juste faire des petits picotements à l'intérieur de la bouche ou sur les lèvres. D'autres, ça va plutôt être digestif, avec justement diarrhée ou vomissement, ou après, ça peut être vraiment plus éruption au niveau cutané. Et puis après, ça monte en gamme où ça vient plutôt attaquer le système respiratoire et les muqueuses. Donc après, là, il peut y avoir choc anaphylactique, c'est-à-dire que les muqueuses vont gonfler avec les parois qui se touchent, donc au niveau de l'œsophage, et plus haut en fait. Et puis après, ça peut même conduire à un arrêt cardiaque en fait. Donc c'est vraiment c'est un spectre assez large et qui met en avant en fait cette notion de réactivité du système face à un allergène et à une intensité différente. Mhm. Et par exemple, dans mon cas, si je prends, qu'est-ce que je peux prendre? La caséine, par exemple, donc qui est une protéine du lait, moi je développe une pneumonie en quelques jours. Donc sur le moment, il y aura un petit peu de points d'urticaire dans la bouche ou des choses comme ça. Mais vraiment pas le truc où je me dis, ouf, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure, il y a une fatigue qui s'installe, qu'après, il y a encore un état, vraiment ce brouillard mental. Et puis, en quelques jours, j'ai une pneumonie. Ok. Contrairement à, par exemple, à la banane, où directement, j'ai point d'urticaire, les lèvres qui gonflent. Donc, ça Donc on dépend vraiment. réagit direct, quoi. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que tu disais que ça a commencé quand tu avais 2 ans? Mhm. Est-ce que tu as tout de suite, toi, quand même capté qu'il y avait quelque chose, enfin que c'était pas un petit truc passager, tu vois? Est-ce que toi, tu as eu ce moment où tu t'es dit, ah ouais, mais je crois que c'est pas juste passager, tout ce qu'on Mhm. parle dans la chronicité, etc. De se rendre compte que ça fait partie du lot de la vie, du lot qu'on a chopé, quoi. C'est ça. En fait, c'est assez paradoxal parce que
D'un côté, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de totalement normal, parce que c'est le seul truc que je connais, en fait, que je connaissais depuis toute petite. Et à force qu'on me répète, bah, toi, tu dois faire attention à ça, tu dois faire attention à ça, faut pas accepter les bonbons ou les biscuits des copains parce que tu pourras pas les manger, tu peux mourir, ça peut être grave. Et du coup, c'est devenu bah, ma réalité de me dire, bah oui, en fait, même si je suis frustrée, même si c'est embêtant, bah, je dois continuer d'avancer et je dois continuer de vivre avec ça parce que j'ai pas le choix. Mais d'un autre côté, c'est fou parce que depuis petite aussi, j'ai ce sentiment, j'ai cette foi profonde qu'un jour, ça sera plus là. Vraiment. Mais c'est aussi ça qui était un peu difficile parce que bah, ça m'arrivait d'aller chez le médecin ou chez les spécialistes, puis de dire, bah oui, bah, aujourd'hui, je suis encore allergique à ça, mais plus tard, je ne le serai plus. Et là, en fait, on nous met directement dans la case du déni, quoi. Alors, je peux l'entendre, hein, qu'il y a cette notion de non-acceptation de la réalité, mais il y a une partie où je fais avec, parce que je sais que je n'ai pas le choix et que dans mon quotidien, pour mon propre bien-être, à l'heure actuelle, c'est ainsi. Mais il y a une notion qui me dit que par rapport à comment s'est déroulé enfin, cet enchaînement et ouais, comment on va dire ça? Ouais, vraiment ces enchaînements d'allergies à des périodes clés, je me dis, en fait, elles sont arrivées à un moment donné, pourquoi, en fait, elles vont pas partir? Mhm. Donc tu peux refaire la marche arrière en fait. C'est vraiment ce que j'ai toujours pensé, puis vraiment, je pense que je devais déjà, je sais pas, je devais peut-être avoir 8 9 ans, où je me disais, il y a un truc, à un moment donné, ça va... Il y a une part de toi qui savait plus Oui, fort que peu importe les symptômes, c'est ça que tu... c'est ça. Je me reconnais pas mal là-dedans, hein. Ça résonne vraiment bien, tu sais. Étonnant. Ouais. Non mais c'est drôle, un peu cette dichotomie en fait, de te dire, ben, je le vis dans mon quotidien et tout me demande dans mon quotidien aujourd'hui de m'adapter. Et pourtant, j'ai une si grande foi et une si grande confiance, entre guillemets, en moi, en mon corps, en ce qu'il est capable de faire, pour qu'il puisse rétro-pédaler. Et que moi, j'arrive tellement à le comprendre que on puisse ben, avoir une relation d'amis plutôt que d'ennemis. C'est ça. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, là, dans ton quotidien, c'est quoi la partie la plus lourde pour toi? Est-ce que c'est les symptômes? Est-ce que c'est, ben, comme tu disais, l'anticipation, anticiper tout le temps, etc., etc. C'est quoi ce qui est le plus lourd? Je dirais... euh, hmm, je dirais que à l'heure actuelle, c'est vraiment cette notion d'anticipation constante, de devoir tout gérer, anticiper, observer, regarder, dans la mesure où, voilà, c'est pas simplement pour certains aliments, je vais avoir une petite rougeur, puis ça va être moche esthétiquement. C'est vraiment, ben, si quelqu'un cuisine et utilise un ustensile et l'utilise dans une autre casserole que là où c'était prévu, puis que c'est un aliment que je ne peux pas manger, ça peut être très grave pour moi. Donc, c'est vrai que c'est cette notion d'être obligé d'être un radar constant, de scanner tout le temps l'environnement, même de se dire si quelqu'un a, par exemple, mangé, je sais pas, des cacahuètes, mange des cacahuètes et après vient me faire la bise, je peux avoir des points d'urticaire qui apparaissent sur les joues. Donc, c'est vrai que c'est un peu tout le temps cette notion d'hypervigilance et de ne pas pouvoir se laisser porter à se dire, ben, ah ben aujourd'hui, je sais pas, on va se faire une journée, on va visiter quelque chose, je m'achèterai un truc à manger sur place. Mm, ça, je peux pas. C'est pas possible, en fait. Ouais, Donc, c'est vrai que l'insouciance, elle est plus possible, quoi. non, Enfin, elle a peut-être même d'ailleurs jamais été, finalement. c'est ça. Ça a jamais été, enfin, jamais été vraiment le cas, en fait. Ah, donc, je crois La que c'est charge cette mentale. notion-là qui est le plus difficile. Et ben, ça soulève un autre point, c'est que sans que j'en ai conscience, en fait, dans cette notion de normalité, j'ai vécu avec de l'anxiété chronique, en pensant que c'était ma façon d'être, ma façon de voir la vie. Et en gros, bah, il n'y avait pas d'autre manière d'exister. Et là, avec cette notion d'épilepsie et vraiment ce besoin de ralentir et de revenir à soi, eh bien, j'ai réussi à comprendre que non.
En fait, je suis pas de l'anxiété sur pattes. Et même si je dois être dans l'anticipation de beaucoup de choses, j'ai aussi le droit de relâcher, de me déposer et de pas toujours être dans la peur qu'il se passe un truc. Et ça, c'est un gros morceau. Et ça fait quelques années du coup que vraiment ça c'est la prise de conscience et j'allais dire c'est un peu les nouvelles lunettes avec lesquelles tu regardes ce chemin-là, enfin cette partie-là du chemin. Complètement. Et en fait, c'est aussi là où c'est intéressant d'observer parce que bah, depuis, je me suis énormément plongée. Enfin, j'ai toujours eu un cerveau qui fonctionnait très très vite et qui se posait 12 500 questions à la seconde. Et toujours une volonté de comprendre en fait, mais au-delà de ce qui était marqué dans les livres, vraiment de se dire, mais là, ça n'a pas de sens, ça va pas, mais pourquoi? Et puis à faire des liens entre tout, et puis ben là, en fait, je me rends compte dans mon parcours, on m'en a jamais parlé de ce lien entre les allergies, donc en lien avec le système immunitaire, et le lien avec le système nerveux. Et ça fait partie d'un tout, enfin, c'est le même corps. Mais en fait, au fur et à mesure de mon parcours, on m'a tellement calfeutré dans des parties différentes de, oui, alors ça, il faut aller voir tel spécialiste, tel spécialiste, tel spécialiste, que du coup, en fait, à aucun moment dans ce parcours-là, il y a quelqu'un qui a mis le mot anxiété ou suradaptation ou une autre facette là autour. Mais personne n'a fait ce lien-là en me posant réellement la question, mais comment ça va? Jamais. Et en fait, même quand il y a eu cette crise d'épilepsie, c'est jamais venu en fait. Jusqu'à ce que ben, moi, justement, je me renseigne, je commence à faire des liens, je commence à observer, je commence à me dire, mais en fait, effectivement, ce corps-là, c'est une seule pièce, tout est rattaché, tous les systèmes sont ensemble. Puis j'ai commencé à poser des questions, en fait, quand j'allais chez différents spécialistes. Et puis à ce moment-là, ben, tout à coup, il y a des petites infos qui arrivent. Puis, alors c'est génial. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'avant ça, personne n'a rien dit? Parce qu'il y avait personne pour faire le lien, qui voyait la gessaline dans son entièreté, le corps dans son entièreté, mais aussi le mental d'ailleurs. Enfin, il y a plein de choses, c'est pas juste un corps. Et oui, il y a personne qui a pu faire le lien avant que toi, tu sois moteur de ce mouvement-là finalement. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que ben, plus j'observe et plus ça va en avant, plus dans cette pathologie-là, donc les allergies, dans les profils que je peux rencontrer aussi, c'est des personnes qui sont très anxieuses. Donc, à savoir si l'anxiété était là avant les allergies ou les allergies avant l'anxiété, je ne sais pas. Mais il y a ce questionnement qui revient constamment pour moi et qui me dit, mais en fait, c'est un des paramètres clés à prendre en ligne de compte. Et en fait, ben, on n'en parle pas. Quand on dit, enfin, je me suis bah, pas mal renseignée et puis on dit que d'ici 2050, apparemment, il y aurait une personne sur deux qui serait allergique. Donc ça fait quand même pas mal de gens qui vont être dans cette notion-là. Mais en même temps, d'ici 2050, je ne sais plus quelle est la proportion de personnes qui seront soit en burn-out, soit en dépression ou en trouble de l'anxiété. Ça augmente aussi considérablement. Donc à nouveau, c'est là où je me dis, mais C'est deux terrains qui se nourrissent à l'intérieur de nous. bah oui, oui. Et je pense qu'il y a une grande clé de compréhension parce que je vois aussi dans mon propre fonctionnement, en fait, au journalier, euh, des moments où il y a un peu plus d'anxiété parce que, ben, justement, il y a peut-être aussi plus de fatigue ou il y a une charge mentale un peu plus grande, comme tu disais, ou d'autres choses. Et ben, à ce moment-là, mon anxiété va monter parce qu'il y a une gestion de l'organisation de manière générale qui n'est pas adéquate. Et puis, ben, en lien avec ça, je sais pas les périodes où je ferai de la réintroduction Mhm. parce que ça aurait aucun sens. D'aller stresser encore plus le corps, à lui amener quelque chose dont il ne reconnaît pas vraiment les molécules, ça a aucun sens en fait. Le mot qui convient pour les deux, c'est vraiment l'inflammation, tu vois. Ça apporte autant le stress, l'anxiété, ça vient travailler sur l'inflammation dans le corps. Et s'il y a déjà de l'inflammation, comment tu peux aller rajouter quelque chose qui va être un potentiel inflammatoire sur un terrain qui est déjà très inflammé? C'est ça, exactement. Et Je dans trouve ces que c'est beau parce notions. que c'est un lien qu'on fait peu Mhm. entre ces deux terrains-là, alors que comme tu dis,
le lien, enfin toi tu le vis au quotidien, tu le traverses aussi avec des gens avec qui tu peux échanger, que tu peux accompagner, etc. C'est Des fois. ça. Puis ben, c'est vrai que dans ce terrain-là d'allergie, euh, ça, enfin, c'est tellement large et tellement vaste dans le sens où ben voilà, pour moi aussi, l'asthme, ben, c'est une inflammation au niveau des bronches, du système respiratoire. Et là aussi, en fait, quand on a une crise d'asthme, je me souviens quand j'en faisais quand j'étais petite, on me disait, mais détends-toi, calme-toi. Mais c'était avant qu'il fallait être calme, en fait. Quand la jauge, elle est trop haute, on n'arrive plus. Il faut que ça monte, que ça pète et que ça redescende. Mm. Donc là, c'était un peu le truc où à chaque fois, ben, je recevais médicament sur médicament pour dire on va tasser le terrain, on va tasser. J'ai aussi eu une rhinite chronique allergique où j'ai eu de la cortisone pendant 20 ans dans le nez. Personne ne se posait la moindre question. Et en fait, du moment où j'ai commencé à me poser moi des questions à partir de 2021, à ramener du calme, à prendre conscience de plein de choses, c'est fini. Je n'en prends plus. J'ai plus besoin. Parce qu'il y a cette notion vraiment de détente intérieure, en fait, de pouvoir se déposer dans le corps et à plus voir ça comme un ennemi, comme tu le disais avant, de vraiment se réconcilier avec le corps. Ouais, le symptôme est vraiment le symptôme de quelque chose, C'est et ça, pas le problème, entre guillemets. exactement. Et c'est beau de se dire que, bon, même si on aurait envie des fois, je pense que toi et moi, on peut l'avoir vécu, ressenti, ben, t'aurais envie qu'on t'en parle, qu'on te le dise, etc., j'allais dire qu'on te mâche le boulot, mais tu vois, qu'on te le présente un peu comme sur un plateau. On est toutes les deux des princesses, donc on aurait envie de ça. Euh, N'empêche que cette maladie, elle t'a aussi permis de reprendre ta place en tant que sujet dans tout ça, de reprendre ton pouvoir là-dessus aussi, d'aller te questionner, d'aller comprendre. Et ça apporte beaucoup, beaucoup aussi. Enfin, tu vois, en termes de puissance, de confiance, je crois que, tu vois, enfin, j'ai pas envie de dire on a tout à gagner dans ce qu'on a traversé dans nos maladies chroniques, mais il y a quand même des choses que ça nous a apporté et c'est important de le voir, tu vois. Enfin, merci de le verbaliser ainsi. Et c'est vrai, enfin, c'est bizarre à dire, mais je vais dire, je suis reconnaissante par rapport à ce parcours, même si c'est dur, même si ça a été horrible. Il y a des moments où, quand tu manges quelque chose et que tu sens les parois qui se touchent et que ben, tu te dis, je peux même plus avaler de l'eau, tu te dis, cette fois, c'est fini. Enfin, tu as le cœur qui pulse. Tu te dis, enfin, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là où tu te dis, ben, tu connais ces sensations d'impuissance, de vraiment de devoir faire avec, de te dire, mais pourquoi est-ce que ça s'arrêterait maintenant? Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis qu'en fait, bah, de l'autre côté, tu te rends compte en fait que bah, si tu n'es pas en contact, bah, dans mon cas de l'allergène, ça va bien. Si tu fais attention à ce que justement tu sois au calme, que tu répondes à tes besoins, que tu te prennes en charge ta propre responsabilité et tes propres demandes dans cette notion-là, eh bien ça va pas trop mal. Et ce qui va pas trop, c'est pour ça que j'insiste sur le pas trop mal, c'est toujours cette notion de comparaison avec les autres en fait. Parce que dans mon cas, ben, dans mon monde à moi, c'est comme si j'allais bien. Sauf que c'est à nouveau comparé des autres, je vais pas trop mal. Et c'est là où c'est intéressant d'observer en fait. Et tu le vis comment justement, ce fossé-là entre la maladie invisible, des fois les maladies qui sont visibles, que tu peux voir aussi autour de toi, et puis cette normalité. Et Hmm. quand je dis normalité, c'est vraiment ça, parce que je trouve que quand tu commences à discuter avec des gens, tu te rends compte qu'en fait, eux aussi, ils ont des douleurs que tu ne vois pas. Et alors peut-être que là, on va parler vraiment de ce qu'on appelle la chronicité, donc vraiment une maladie qui est reconnue, etc., enfin, sur lequel on a une étiquette médicale, j'allais dire, qu'on a demandé ou pas d'ailleurs, mais par exemple moi, mon RQTH, donc ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, je me souviens que ça a été une étape de la demander, et pourtant ben, ça fait partie de mon identité, en tout cas de ce que je suis aussi. Toi justement, comment est-ce que tu le vis ce fossé-là, entre le visible et l'invisible? Hmm. Euh, ben, en fait, c'est maintenant que je me rends vraiment compte de ce que ça implique, parce que depuis toute petite, étant donné que c'était ma norme,
étant donné que j'avais pas d'autre choix que de fonctionner de cette manière-là. Je sentais que j'étais en décalage, mais j'essayais constamment d'être comme les autres, en fait. Donc, ça veut dire que, enfin, j'en sais rien par rapport. En fait, c'est là où ça me fait toujours rire parce que je me dis, je ne sais pas comment les autres le voyaient ou le percevaient ou fonctionnaient, mais j'avais l'impression de devoir faire 3 fois plus pour faire la même chose parce que, ben, du coup, étant donné qu'il y a certains aliments que je ne peux pas manger, ben, au niveau des nutriments, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Donc, ça a un impact et sur mon métabolisme et sur mon sommeil, sur ma qualité de vie. Donc, du coup, c'est vrai que bah, tout ça mis bout à bout fait que faire quelque chose, en comparaison d'une personne qui peut tout manger en éliminant tout autre symptôme, et ben moi, c'est déjà compliqué parce que bah, il y a de l'énergie à mettre en plus, en fait. Et cette notion-là, bah, j'avais intégré ça comme, OK, bah, c'est à moi de m'adapter, en fait. C'est à moi de faire plus pour pouvoir faire comme les autres. Et puis, bah, au fur et à mesure du parcours, je me suis rendu compte aussi que les autres ne se rendaient pas compte de ce que ça voulait dire, de ce que ça impliquait. Et ça m'a toujours fait sourire, oui et non. Enfin, finalement, j'ai commencé à le prendre comme ça parce que c'est vrai que quand on me dit ah, mais t'as pas de chance, tu peux pas manger ça. Ou ah, ça doit être horrible. Ben, en fait, en quoi est-ce que c'est soutenant pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai besoin de l'entendre? Oui, c'est ça. Ou quand on me dit en tout cas, moi, je pourrais pas vivre comme ça. Chouette. Donc, c'est vrai que c'est plutôt ce genre de choses où finalement je me dis, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte, ils peuvent pas se rendre compte, mais surtout, ils peuvent pas se rendre compte parce qu'avant, je verbalisais pas et je disais rien parce que justement, c'était un peu mon problème. Donc, je m'occupe de mon problème et je fais en sorte de pouvoir passer dans la masse. Ouais, que ça impacte pas les autres, quoi. C'est ça. Et en fait, maintenant, je me suis dit non, c'est déjà assez contraignant pour moi. Donc, si en plus je dois faire en sorte que les autres se sentent bien quand je suis là, et ben, c'est à eux de prendre cette responsabilité aussi de je ne suis pas la même chose qu'eux. Et par exemple, ben, voilà, les restos ou tout ça, je ne peux pas. Ça fait des années que je ne suis pas allée au restaurant parce que c'est plus possible. Plus jeune, je pouvais y aller parce qu'il y avait moins d'allergènes. Quoique, il y a des fois où je me suis fait avoir parce qu'on me disait non, 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 c'est tout bon, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis finalement, ben si, il y avait. Et puis, ben, tu te retrouves au milieu du restaurant à sortir ton Ventolin, tes anti-allergiques et tout ça. Donc finalement, tu deviens un peu plus méfiante. Mais là, c'est plus possible d'aller au restaurant. Donc c'est vrai que déjà, rien que de dire ça, les gens, ils sont choqués. De se dire, c'est pas possible. Je me souviens même qu'il y a un médecin qui était un des médecins assez haut placé dans un hôpital universitaire qui m'a dit, quoi? Vous n'êtes pas allé au restaurant depuis 5 ans? Alors qu'il faisait partie justement un peu de l'élite allergologique. Et là, je me suis dit, waouh, si c'est ça le seul truc que vous avez retenu de tout ce que je viens de vous dire, Ça on a montre un aussi que petit- en fait, tu écoutes avec tes lunettes de vie, enfin avec ton spectre à toi, tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, Mhm, ça doit être son truc peut-être, et du coup, c'est il a ça. retenu que ça. Et en fait, tu te rends compte que toutes les remarques sont pas faites depuis ton prisme à toi, en prenant en compte que toi, t'es la personne qui vit ça, mais sont faites du prisme, de leur prisme à eux, de qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qui leur donne de la joie, etc., etc. Je te disais une fois, la dernière fois, quelqu'un m'avait dit pour mon corset, t'as de la chance, tu pourras pas grossir et ton corps, il sera parfaitement formé. J'avais 10 ans. Et C'est en fait, ça. c'était une adulte de 40 ans, quoi. Et en fait, tu te rends compte que de toute façon, tu peux pas en vouloir à la personne. Enfin, je sais pas toi comment tu réagis, mais si tu en veux à la personne, enfin, tu te prends un mur, en fait. Donc, tu peux que monter en sagesse et te dire, ok, bon, ça va aller. J'imagine qu'elle parle d'elle-même. C'est ça. Et oui, c'est complètement ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de fois où, que ce soit enfin, des médecins, et je crois que c'est ça qui me choque le plus, c'est quand c'est des médecins, où c'est que tu dis, il y a quand même cette notion d'empathie, de vraiment de prise en charge du patient, en fait, qui me disait, mais oh, vous pouvez pas manger de tartines le matin?
Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais ça doit être triste, votre vie. Ok, donc là aussi, s'il y a que ça que vous retenez, c'est compliqué. Puis après, il y a d'autres choses. Par exemple, des personnes qui, tout à coup, développent une intolérance au gluten. Et sans savoir que moi, j'ai toutes ces allergies-là et que ça fait peut-être des années et des années que je vis avec. Et ils me disent, oh, je sais pas comment je vais faire, hein. Franchement, plus manger de gluten, c'est horrible. Et puis en plus, bah, t'imagines, je peux plus manger ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Puis en fait, je me disais, mais en fait, si c'est juste le gluten, tu vas t'en sortir. Il y a tellement d'autres solutions que tu vas t'en sortir. Et là, je me remettais mes lunettes à moi et dire, mais en fait, ça, c'est simple dans ce sens-là. Tu verras, ça va aller. Mais là, ça paraissait un monde parce que justement, il y a cet effondrement de mes habitudes, mon fonctionnement, et qu'est-ce que je vais devoir faire, changer, et quelle est la symbolique en fait de ces aliments aussi, pourquoi ceux-là, je dois les enlever, etc. Donc, c'est intéressant de voir dans la globalité. Mais en fait, ça te fait travailler. Alors là, encore plus pour les allergies, je trouve qu'il y a une symbolique, tu vois, de vraiment genre de répulsion, de réaction. Mhm. Mais ça te fait vraiment travailler sur toi finalement. En tout cas, sur ton hygiène de vie, ton chemin de vie, ta manière de vivre, etc., etc. Quelles sont les habitudes, comment est-ce que tu fonctionnes, la signification de tout ça, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que ben, quand tu me demandais avant qu'est-ce qui était le plus contraignant, au-delà de ça, ben, il y a le fait de devoir toujours tout cuisiner. Donc, effectivement, c'est autant quelque chose de lourd par moment, mais d'hyper qualitatif, parce qu'en fait, je sélectionne ce que je mange et vraiment, ça m'arrive enfin, tout le temps. Quand je vais au magasin, je ressens si c'est juste ou pas pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Donc, je prends beaucoup de temps pour faire mes commissions parce que je dois pouvoir voir si oui ou non ça résonne juste. Et puis lire bah, toutes les étiquettes, en fait, en fonction de ce que je prends. Pour être sûr, parce que bah, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans l'alimentation actuelle, il y a tellement de choses qui ne devraient pas être dans les aliments. Parce que, bah, par exemple, j'ai découvert ça quand bah, moi, je suis allergique au gluten et pas intolérante. Donc, ça, c'est d'autres symptômes. Et en fait, par exemple, les frites surgelées, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'ils mettaient du blé autour pour que ça devienne plus croustillant quand ça sort du four. Donc à ce moment-là, bah, c'était fini. Ouais. Donc il y a certaines sortes de frites que tu peux mettre au four et qui sont quand même croustillantes sans la farine, mais dans la plupart, ils te rajoutent constamment des choses, que ça soit enfin, des condiments ou des exhausteurs de goût, des choses comme ça, que finalement, c'est pas forcément nécessaire en termes gustatifs et surtout nutritionnels. Surtout, toi, ça te crée de la charge mentale à regarder tout ça, quoi. C'est ça. Si on revient juste sur le côté, tu disais, ben, quand c'est des paroles de gens autour de toi, etc., à la limite, tu peux comprendre, enfin, en tout cas, c'est plus simple d'accepter, de comprendre. Quand c'est des paroles médicales, du corps médical, c'est un peu plus tricky, c'est un peu moins facile à recevoir, disons. La bêtise, tu vois, le côté pas réfléchir. Enfin, en fait, on en fait tous. Là, on parle d'un sujet, mais Jessaline et moi, on est pareil. On dit des bêtises des fois quand on réfléchit pas. Enfin, c'est pas un truc où on vient accuser les autres, tu vois, mais c'est justement quand on parle du corps médical, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plus déclenché que d'autres? Est-ce qu'il y Oh, a des trucs qui te font hisser les poils comme ça très fort? oh, il y en a énormément. Euh, Oui, alors il y en a plusieurs, hein. C'est vrai que bah, déjà, toutes ces notions où c'est que tu vois justement la personne se met à ta place, mais pas dans le bon sens du terme. Mais c'est quoi, vous pouvez pas manger de tartines? Ah mais c'est horrible, votre vie doit être triste. Ou quoi, vous pouvez pas faire de restaurant? Ah bah ça, voilà. Il y en a une fois qui m'a dit, vous n'avez pas la tête de votre dossier médical. Donc ça, c'était aussi bah, quelque chose, bah, voilà, en fait, quand il me dit, on vous voit arriver, vous êtes souriante. Bah, vous êtes en forme, vous n'êtes pas en cure-dent, vous avez quand même, enfin voilà, vous êtes bien, donc on dirait pas que vous pouvez pas manger toute la liste qui a marqué dans votre dossier. Voilà, T'as pas l'air ok. malade. T'as pas l'air malade, en fait. C'est vraiment cette notion-là de. Oui, puis ah bon, au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de
Oui, mais les allergies, c'est tellement complexe. Enfin, vraiment, ce côté psychosomatique, enfin, on voit que chez vous, c'est très, très poussé. Vraiment, toutes ces notions de psychiatrie, de psychologie, etc. Alors, ça, je ne le nie pas du tout, hein, parce que justement, si on revient sur ce que je disais au début, il y a cette notion d'anxiété. Mais à ce moment-là, personne ne me parle non plus de l'anxiété. On va me parler des problèmes psychiatriques, sans nommer quoi que ce soit. Donc, c'est vrai, quand on me dit, vous n'avez pas la tête de votre dossier médical, bah déjà, c'est pas très fin. J'ai envie de dire, mais ça veut dire quoi? Je devrais être comment si je voulais avoir la tête de mon dossier médical? Je devrais être là, à tirer la tronche et puis à être au fond du trou. Alors oui, je pourrais. Parce qu'il y a des jours où je me dis, mais pourquoi est-ce que vraiment j'essaye de continuer à avoir une vie normale dans cette société-là, à essayer d'avoir un rythme qui correspond pas forcément non plus à ce que j'ai besoin. Mais que là, je vois qu'au bout d'un moment, j'ai plus envie de rentrer là-dedans. Parce que j'y arrive pas, j'y arrive plus. Et je pense que j'ai trop donné. J'ai trop donné dans ce sens-là. Mais, mais du coup, c'est intéressant de voir à ce moment-là, quand tu dis, bah non, bah dans ce cas-là, je vais plutôt me diriger vers telle voie ou telle voie. D'autres personnes te disent, ouais, mais même ça va être compliqué. Donc en fait, à chaque fois, c'est étant donné que tu coches pas toutes les cases de la personne qui est bien adaptée, et ben de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué. Mais pour les personnes qui voient ça de l'extérieur avec les yeux qui sont bien dans le moule, Oui, et puis avec le regard extérieur, en fait, où on se rend pas compte du vécu, de l'expérience de la maladie, en fait. c'est ça. Et quand tu parlais tout à l'heure de reconnaissance, donc que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose alors que ça se voit pas. C'est aussi quelque chose qu'on est beaucoup à vivre, médicalement parlant. La errance, enfin, l'errance médicale, etc. Le fait de... Enfin, moi, en tout cas, par rapport à la scoliose et encore plus à la scoliose opérée, là où moi, j'ai eu une reconnaissance assez facile en termes de handicap il y a quelques années à la sortie de mes études, là, aujourd'hui, les gens que je suis me rapportent pas mal de choses, comme quoi c'est de plus en plus difficile. Par rapport justement à cette reconnaissance-là, est-ce que toi, tu as senti des fois, ou en tout cas, tu as déjà eu l'impression qu'on te croyait moins parce que ça se voit pas. Ou peut-être que tu n'arrivais pas à le verbaliser, tu vois. Enfin, il y a quelque chose de... Voilà. Oh, mais merci de poser ces mots-là. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est hyper challengeant parce que, voilà, comme je disais avant, pendant longtemps, j'ai essayé de le cacher parce que je me disais, je corresponds pas aux cases, donc je vais pas encore en rajouter par-dessus. Et puis en même temps, j'avais le droit à ces petites remarques désagréables de celui qui mange, je sais rien, une barre chocolatée, puis qui la mange devant moi, et puis il me dit, ça te fait envie, hein. Donc déjà, ces trucs pas cool. Mais aussi des remarques de, par exemple, quand on partait en camp ou des choses comme ça, ça devait être super bien organisé pour être sûr que le cuisinier il soit averti de tout, et d'avoir des remarques vraiment désagréables de personnes qui me disaient, oh, mais toi, pardon, de toute façon, toi, tu es juste pénible. Toi, tu es pénible. Franchement, tu pourrais dire que c'est simplement parce que tu n'aimes pas, plutôt que de faire semblant que tu es allergique. Et puis en même temps, on t'a jamais vu faire une grosse crise. Alors, qu'est-ce qui nous dit que vraiment tu es allergique? Donc, il y avait plus encore cette notion de voir, dire, heureusement que tu m'as jamais vu faire une grosse crise parce que ça serait vraiment pas cool. C'est tout le but de ce qu'on fait, Ouais. justement. Et en fait, là, c'est dans ta propre frustration que tu viens déverser chez moi, en fait, ce truc-là. Alors que c'est déjà pas agréable pour moi. Et au-delà de ça, il y a aussi, pendant longtemps, j'ai ressenti de la gêne, en fait, de me dire, t'es à table, typiquement dans les camps, ou même quand je pouvais aller au restaurant, il y avait toujours quand même des adaptations possibles, ou même chez des amis, où c'est que tu as toujours une assiette qui est différente des autres. Et même si en soi, tu devrais regarder et te dire, non, je peux être là, présent à table avec les autres, donc c'est déjà cool, il y a le côté social, mais il y a des choses où finalement, tu te sens toujours exclu, en fait. Ouais. C'est quand même toujours comme ça. Ça te met Et à la marge, finalement, quand même. c'est ça. C'est ça. Et tu te dis, voilà, moi j'ai quand même attendu d'avoir presque 40 ans pour me dire, mais
c'est ma réalité à moi. Et en fait, j'ai le droit de ne pas avoir le même plat que les autres. Et ça fait pas de moi quelqu'un qui est pénible ou qui est bizarre ou qui veut se démarquer, en fait, justement pas. Ça résonne fort. On n'avait jamais eu enfin, t'avais jamais posé ce mot-là dans nos discussions perso. Mais ça, ce truc de vouloir être différente, enfin, tu sais que des fois on te le fasse comprendre, mais en gros, tu voulais ton petit truc, quoi. Tu voulais ta petite adaptation, ton petit passe-droit. Moi, j'avais les clés, par exemple, pour l'ascenseur. Et on me faisait toujours comprendre que j'avais le droit à... Enfin, que c'était genre hyper cool, quoi. C'est Sauf ça. que pour que quelqu'un ait accès à l'ascenseur, c'est qu'il y a des choses qu'elle n'a pas accès, en fait. En tout cas, qui sont contraints, qui sont contraintes, ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, bah, les personnes vont voir que ce côté-là mais pourquoi est-ce que moi j'y ai pas le droit alors qu'elle, elle y a le droit? Et puis pas sans prendre le package qui va autour des douleurs, des moments d'inconfort, de la peur, de tout ce qui va avec, en fait. C'est Ouais, mais toujours, ça se voit pas. ouais, Ça se voit pas. ça se voit pas, c'est ça. Il suffit que tu sois peut-être un peu souriante, lumineuse. Tu vois ce que je veux dire? Un peu solaire, tu vois. Automatiquement, pour le cerveau peut-être de quelqu'un qui te voit de l'extérieur, la connexion se fait pas, quoi. Bien, Pourquoi elle a ça et cette étiquette et en même temps cette plastique, tu vois, cet extérieur, Ouais. ça. Et c'est ce que bah voilà, on en avait discuté, mais c'est vrai qu'une fois j'ai eu la réflexion d'un médecin qui m'a vu une fois aller dans son cabinet, j'étais en pleurs, enfin, vraiment, j'étais pas bien parce qu'il y avait cette notion de trop, c'était il y a quelques mois, hein, vraiment de trop, de me sentir trop en décalage, de me sentir pas acceptée, de me sentir bah, trop différente en fait de ce qui est demandé, mais on me demande quand même d'être comme les autres. Donc, vraiment une notion d'incompréhension de ma part. Et la fois d'après, j'ai été bah, je le vois tous les mois, donc voilà, il voit aussi l'évolution. Et quand j'étais la fois d'après, j'y arrivais avec un grand sourire parce qu'à ce moment-là, j'allais bien. En fait, j'étais vraiment bah, reposée. Il y avait eu beaucoup de réflexions dans ma tête, beaucoup de compréhension. Et puis là, il m'a sorti tout droit comme ça. Il m'a dit, mais arrêtez d'aller bien, en fait. Arrêtez de vouloir montrer que vous allez bien. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, à nouveau, je me suis questionnée. Je me suis dit, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'à nouveau, j'essaye de porter un masque pour pouvoir montrer que je vais bien, etc. Et puis là, en fait, ça m'a questionnée, parce que je me suis dit, mais en fait, je vais bien aujourd'hui. Donc ça m'a énervée qu'on vienne me dire, mais arrêtez d'aller bien. Alors que si je peux me permettre d'avoir un jour où je vais bien, parce que je n'étais pas en train de penser à mes allergies, ou parce qu'il y avait peut-être moins d'organisation, ou là autour, ou j'en sais rien, mais pourquoi est-ce qu'on vient me casser mon moment? Non, mais c'est convenir au cadre qui est en place, qui dit qui tu es, entre guillemets, ou à quoi ça doit ressembler en fonction de ce que tu as, entre guillemets. C'est ça, Et ça me fait penser même, là on parle enfin, de symptômes de maladies physiques, et ça me fait penser aussi à la santé mentale, vraiment, tu vois, ce truc il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas, et pourtant ça se voit pas, c'est difficile à percevoir même pour les proches, enfin c'est vraiment des sujets sur lesquels le côté invisible, le côté reconnaissance, le côté poser des mots est un vrai challenge, quoi. c'est ça. Et, euh, et oui, d'autant plus quand tu fais exprès, en fait, de garder ces mots bien profondément. Pour pas être encore la charge supplémentaire, parce que déjà que tu chamboules un peu le quotidien de tout le monde de par tes spécificités, mais en plus, si tu commences à déverser tes émotions, là, on s'en sort plus. Donc, moi, je sais que c'est aussi ça, c'est que j'ai grandi avec cette volonté d'encore moins déranger ce que j'avais l'impression de déranger. Et puis, ben, par rapport à ça, ben, il y a beaucoup de choses qui sont pas sorties et, et je sais que enfin, c'est vraiment cette conscience intérieure de me dire, c'est vraiment des choses qui sont encore venues alourdir mon quotidien, venues encore rendre plus pénible toutes mes sensations et encore augmenter mon anxiété, d'avoir l'impression de devoir gérer ça toute seule. Alors que finalement, si j'avais senti que non, mais en fait, j'ai le droit d'être comme je suis et si je me sens vraiment accueillie dans ce que je suis, eh ben, je peux encore plus me déposer et à ce moment-là, il y a une part de stress qui est moindre.
Ouais, c'est comme si tu remplissais quand même ton vase qui est plein, et tu remplis, tu continues de remplir. En plus, tu portes peut-être la responsabilité, enfin, je sais pas si tu vas te reconnaître, mais ben, de toute façon, s'il n'y a pas d'explication, si c'est bizarre et tout, les autres n'ont pas l'air de le voir, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que je le vis vraiment ou je l'invente? Euh, Peut-être que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est moi la cause de tout ça. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Et en fait, ça, ben oui, c'est très relié, même quand ce que tu disais sur l'anxiété, c'est-à-dire que ça vient se nourrir littéralement. C'est le serpent qui se mord la queue au lieu de sortir de ce cercle un peu dramatique, quoi. C'est ça. Est-ce que tu disais tout à l'heure que ça t'impacte sur les sorties, les restos, j'imagine plein de choses aussi. Si tu as envie de nous en dire plus, tu pourras nous le dire. Mais ma question, c'était là. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à, pour éviter d'expliquer ou de justifier quelque chose, de pas y aller, de dire non, de plus Clairement. sortir? Enfin oui. Ah bah, bien sûr. Ça a été un peu l'histoire de ma vie en fait. C'est finalement tu préfères te cacher plutôt que te montrer comme la bête curieuse parce que je savais en plus que si j'allais à quelque part, eh ben, j'allais avoir droit soit à des remarques, soit à des questions. Et puis finalement, j'ai peut-être aussi envie de penser à autre chose et de voir autre chose et de m'alléger. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça, mais en même temps, il y avait cette envie de ne pas y aller, mais j'y allais quand même. Et c'est là où, après coup, je me rends compte, en fait, depuis quelques années maintenant, où je me dis, mais tout ce que de moi-même, je me suis imposé pour justement essayer de faire comme si ça n'existait pas et être comme tout le monde, alors que finalement, ça aurait été certainement bien plus simple que de me dire, ça existe, c'est comme ça, voilà ce que c'est, et voilà pourquoi c'est comme ça en fait. Point. Alors bien sûr que des années après et beaucoup d'introspection et de mise en lien font que je peux avoir ce discours aujourd'hui et que j'aurai certainement un autre discours dans quelques années. Mais c'est vrai que par rapport à ça, je regrette vraiment cette notion de, de non prise en compte de la totalité du contexte, de l'environnement, de la personne. Mm. Être sur adaptation, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est des trucs, on va dire bêtes en soi, hein, mais tu vois, c'est par exemple quand j'étais enfant, j'étais invitée à des anniversaires, et puis la question c'est pas de savoir si oui ou non je suis disponible pour y aller, c'est de savoir chez l'enfant chez qui je suis invitée, est-ce qu'il y a un animal de compagnie? S'il y avait un animal de compagnie, je ne pouvais pas y aller. Alors que la maman aurait fait attention au gâteau, à tout ça. Non, c'était simplement parce qu'il y avait un animal de compagnie. Donc là, tu te retrouves à chaque fois exclu du truc et, et, et c'était hyper frustrant parce qu'il n'y avait rien qui faisait que je ne pouvais pas y aller en soi. Et au contraire, j'étais plutôt quelqu'un qui était assez invité à des anniversaires. Donc, ouais, ça, c'était compliqué à gérer. Ça t'excluait du groupe, quoi. Oui. Et on parle depuis tout à l'heure des réactions qui nous échauffent un peu. Est-ce que tu as des réactions, enfin, est-ce que tu as l'exemple ou plusieurs exemples de réactions, la réaction la plus aidante que tu as reçue, par exemple, d'un proche, mais de quelqu'un d'autre sinon? Hmm. C'est fou, c'est que je mets un temps de réflexion. Parce qu'il y en a Euh, eu beaucoup. en fait, tu sais, je ne sais pas si j'en ai eu beaucoup, au contraire, j'en ai pas eu assez. Parce que, C'était une blague. ouais, non, j'ai bien entendu, mais c'était pour verbaliser parce qu'en fait, toutes les sensations, enfin, les gens ont toujours été super bienveillants, enfin, ont toujours voulu être bienveillants quand même, à vouloir bien faire pour que tout se passe bien pour moi, mais en fait, c'était encore plus handicapant. Donc, finalement, tu dis, j'en ai eu énormément de volonté que ça aille bien, mais en même temps, c'était encore plus gênant parce que ça ne me rendait pas service. J'avais une copine de classe qui était adorable et elle adorait cuisiner
un jour, elle m'a dit, mais je vais te faire un dessert que tu vas pouvoir manger. Et puis à la base, je me suis dit, mais elle est trop chou parce que déjà, elle veut me faire un truc que je peux manger, donc elle va prendre du temps pour moi, etc., etc. Puis, mais comment lui faire comprendre que, en fait, j'apprécie grandement sa démarche, mais en même temps, ça me met le stress parce que je ne la vois pas cuisiner, donc je ne sais pas comment, enfin, où étaient placés ses ingrédients, comment, quoi, si elle a fait d'autres tests avant, etc. Donc, en fait, c'était devenu un casse-tête pour essayer de lui faire comprendre qu'il fallait pas elle perde du temps pour ça parce que je ne pense pas que j'allais les manger. Mm. Et finalement, j'ai jamais pu lui dire parce que pour moi, c'était inconcevable de, de, de- de décevoir quelqu'un qui prend le temps pour moi. Ouais, ou de risquer une amitié, des liens sociaux là-dedans. Voilà, mais il y avait à ce moment-là ben, cette conscience de se dire, je reconnais vraiment sincèrement sa volonté de faire quelque chose pour moi, pour que je me sente bien. Puis en même temps, ben, encore ce décalage de, elle ne se rend pas compte de ce que ça implique vraiment pour moi, mais en même temps, je ne peux pas lui verbaliser comme je la verbaliserais, parce que ça veut dire que je lui fais pas suffisamment confiance pour pouvoir la laisser cuisiner, etc. Et en fait, on arrive à un questionnement qui est juste énorme Mm. pour une intention de base qui était très chouette. Donc ouais, je dirais ce qui m'a le plus aidé, c'est aussi dans ce sens-là, c'est par exemple des amis qui m'ont dit, bah, écoute, on vous invite à venir manger à la maison, mais si tu veux prendre ton tupperware, enfin ta boîte de repas, sens-toi libre. Ok. Et ben ça, c'était vachement aidant. C'est l'autorisation en fait. C'était cette autorisation. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça fait ben, quelques années maintenant, c'était cette autorisation que j'avais besoin. Et que je ne me l'octroyais pas parce que je me disais, bah, à nouveau, hein, on m'invite à manger, les gens se donnent de la peine, puis je vais arriver là-bas. Puis bah, en fait, c'est aussi toutes ces notions-là de dire, on t'invite à manger. La première question avant de dire oui ou non, tu demandes, on va manger quoi? Puis directement là, tu as un petit blanc parce que du coup, les gens disent, non, mais faut quand même, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait te dire qu'est-ce qu'on va faire à manger? Elle se prend pas pour de la merde, la dame. C'est ça. Et ben, finalement, au fur et à mesure du temps, le fait de pouvoir aussi, moi, poser ben, justement mes besoins et de t'expliquer, en fait, clairement, que ça enlevait de la charge mentale, de pouvoir ben, être sûr de juste pouvoir profiter d'être avec eux et de manger mon repas que j'avais moi-même cuisiné, ben, pour moi, c'était hyper important. Et ben ça, au fur et à mesure, ça s'est compris. Et je crois que c'est cette notion de tu vas là-bas et en fait, on te pose pas, enfin, on pose des fois des questions, enfin, on pose parfois des questions, hein, et ça sera toujours le cas. Mais en même temps, il n'y a pas de stigmatisation, ou je ne suis pas pointée du doigt. Ouais, Voilà, donc ça te met pas de côté, ça te met pas à part. non. Mm. Et ça fait du bien. Et vu que toi, du coup, enfin, je sais que sur Instagram, par exemple, tu parles aussi de ce que tu vis, etc. Donc j'imagine que ça t'a fait rencontrer, ça t'a fait avoir des discussions que tu n'aurais pas eues forcément avec des gens qui peuvent avoir des expériences de vie enfin, qui ressemblent à la tienne, etc. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul que toi, tu as de ton histoire, mais aussi du coup de d'autres histoires, est-ce que tu sais ce qui peut aider? Enfin, si on se met à la place, même, par exemple, de moi, tu vois, ou d'un parent chez qui c'est son enfant dont on parle, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise toi, et qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit plus facile à dire à d'autres personnes qui sont en train de le vivre, même qu'ils vivent enfant, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est là où tu mets le doigt sur quelque chose qui moi, me touche énormément. Parce que c'est vrai que c'est là où c'est ambigu parce que du coup, il y a cette notion justement de se dire il faut être hyper vigilant à tout, tout le temps. Mais en même temps, il faut pas être dans l'angoisse et la peur constamment. Et ça, c'est difficile, c'est un sacré concept. Et de pouvoir l'expliquer, de dire, ben oui, ça fait partie du quotidien, c'est là, en fait, on va pas le nier et on doit prendre ce facteur-là en compte. Mais voilà ce qui en découle.
Et une fois qu'on pose ce contexte-là, euh, sans ni accuser, ni diaboliser, ni vraiment enfermer dans quelque chose, une fois que tout le monde est un peu au clair en fait sur ce qui se passe, eh bien, il y a quelque chose qui peut se détendre. C'est cette douce vigilance en fait, j'ai envie de dire, plutôt que ce truc de, moi j'avais l'impression que j'étais en guerre tout le temps, que tout à l'extérieur était horrible et que à chaque seconde il allait arriver un truc horrible encore et à chaque fois ça allait monter en intensité, en puissance. Donc ce fait de pouvoir ben, justement prendre un peu du recul et de se dire ok, la situation elle est comme ça. Si la personne en face de moi, je la sens encore plus angoissée pour moi chaque fois qu'elle me regarde, j'ai l'impression que c'est elle qui va avoir des symptômes allergiques, ça va pas le faire non plus. Donc, cette notion d'accompagnement et de soutien, mais sans être ni intrusif, ni alarmiste, c'est quelque chose qui est hyper précieux. Et c'est là où, voilà, j'aimerais aussi ben, beaucoup amener cette conscience-là, parce qu'on était cet enfant allergique, de pouvoir aussi ben, guider ses parents, parce que ben, du coup, ça réveille aussi beaucoup de choses et plein de questionnements. De dire votre enfant, il est tout à fait normal. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose que les parents ont besoin d'entendre aussi. L'enfant est normal. C'est simplement que le contexte doit être adapté. Et C'est le par principe du rapport à... handicap. C'est C'est le ça. principe du handicap. C'est quelque chose où c'est le contexte qui est censé en tout cas s'adapter et pas forcément. C'est pas la problématique de la personne, quoi. C'est ça. Et puis après, ben, on va dire, hein, dans l'enfance, la frustration, c'est une phase d'apprentissage. Mais il y a des manières, je pense, de la rendre un peu plus douce et d'amener ça un peu sous des formes de réflexion ou sous des notions aussi bah, de reconnexion à soi. Et je pense que ce qui est intéressant par rapport à ça, et c'est là où c'est que bah, moi, mon parcours diffère depuis quelques années maintenant que j'en ai pris conscience, c'est aussi ces fameuses histoires de normes dans, typiquement bah, là, l'alimentation, de faut manger 5 fruits et légumes par jour, faut faire ci, faut faire ça, etc. Non, cette notion aussi de sensibilité gustative, ces notions de- d'envie, c'est quelque chose que moi je travaille ben, beaucoup dans mes accompagnements, aussi de questionner ses envies. Parce que du coup, le corps, quand il est en situation de stress, il n'aura pas les mêmes envies que quand il est détendu. Il n'aura pas les mêmes besoins alimentaires. Donc, c'est aussi toutes ces choses-là. Et de dire, bah, par exemple, je me souviens, moi, à un moment donné, on va me dire, on m'a dit, tu vas tourner en pâtes. Parce que je mangeais tellement de pâtes, que ce soit des macaronis, des cornettes, enfin, tout plein de choses. Donc, on me dit, tu vas tourner en pâtes si tu continues. Mais en fait, moi, c'était l'aliment vraiment, quand j'étais pas encore allergique au blé, qui faisait que ça m'apaisait. Mm. Et oui, alors si l'enfant mange que ça pendant des semaines et des semaines, c'est clair qu'il va y avoir des problèmes, mais un enfant qui revient à ses propres perceptions et ses propres capacités, il va diversifier son alimentation, il aura envie de découvrir et de goûter pour justement avoir plus de saveurs et un panel plus large. Donc c'est vraiment aussi de faire confiance à cet enfant-là. Ce que j'allais dire, c'est vraiment faire confiance, hein. Ouais, Et lui parler, le concevoir, entre guillemets, comme un sujet et pas que comme quelqu'un à qui on doit apprendre toute la vie et tout comment ça marche, etc., etc. Et se reconnecter à ce que lui il sait, ce que lui il sent. c'est ça, c'est ça. Et de lui laisser cette opportunité, en fait, sans lui mettre des barrières enfin, d'interdiction et que le monde extérieur, alors en l'occurrence c'est ça aussi, plus j'avance dans mes recherches, que la symbolique du système immunitaire, c'est vraiment cette notion de délimitation et de limite. Donc finalement, quand on revient là aussi autour, c'est de se dire, il n'y a plus besoin de mettre des barrières visibles si toi-même de l'intérieur, tu verbalises et tu mets en place tes propres limites. Donc finalement, c'est aussi ça, parce que je me souviens, bah, j'avais des listes, ça je peux pas, je lisais mes listes, mais finalement, alors c'est clair que c'était pas moi,
enfin, en profondeur qui était cette allergie-là, mais en même temps, eh ben, c'était un peu comme si ça m'appartenait pas et puis que c'était de l'extérieur, on me dit tout ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et en fait, non. Il y a cette notion de vigilance, bien sûr, mais il y a cette notion de, au-delà de ça, quelles sont toutes les libertés qu'on peut prendre pour essayer un peu d'amener de la joie, quoi, et un peu de l'amener du bien-être, De la vie, de de la vie. revenir à la vie. Exactement. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu dirais que toi, je sais que c'est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup sur l'hypersensibilité en ce moment. Est-ce que tu dirais que tout ce que tu as eu à vivre, enfin, dans l'environnement, avec le terrain, etc., est-ce que ça t'a rendu, enfin, est-ce que tu te sens en tout cas plus hypersensible par rapport à ça? Hmm. Bah là aussi, il y a des notions de compréhension qui sont de plus en plus différentes pour moi et je me rends compte que cette hypersensibilité, elle a toujours été là parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Mais pourquoi est-ce que c'était compliqué avant et que ça allait moins sur certains aspects? C'est simplement la connaissance de qui je suis de nommer mes besoins, de nommer mes limites, de pouvoir en fait clairement et verbaliser ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc finalement, cette sensibilité, oui, elle est là, parce que ben voilà, j'ai un peu cette caractéristique, on va dire, de chien de douane. En fait, je peux, à l'avance, je sens tout, je perçois tous les détails, enfin vraiment, et tout passe sous mon radar. Donc c'est vrai que de devoir chaque fois regarder les ingrédients sur les listes ou observer les gens qui font à manger, tout ça, ça a fait que j'ai aiguisé cette curiosité. Et en même temps, ça a un autre revers, c'est que c'est aussi hyper nourrissant sous d'autres aspects parce que en fait, je m'émerveille de tellement de choses que les gens ne voient pas. Enfin, et des fois, c'est des micro-détails et moi, ça me fait tellement du bien. Et voilà, ce spectre de la sensibilité fait que je peux passer des larmes de joie, à des larmes de tristesse en peu de temps, parce qu'il y a des choses qui m'émeuvent différemment. Mais finalement, cette sensibilité fait que, oui, dans les aliments, à mon avis, c'est ça aussi qui fait. Je capte dans les aliments des choses de manière beaucoup plus réactive que d'autres personnes. Donc il y a ce côté-là, mais en me découvrant différemment et en acceptant aussi que c'est mon mode de fonctionnement, j'ai l'impression que ça s'adoucit en fait avec le temps. On n'a pas besoin d'un soin ou de quoi que ce soit, on a besoin de connaissances et d'informations sur comment est-ce qu'on fonctionne. C'est ça. Et de s'accorder et du temps et de la douceur dans ce qui est en fait, d'accepter ce qui est. Ça me parle beaucoup. Je me rends compte finalement de, quand tu parles d'hypervigilance, etc., de scanner, de, tu vois, ça me parle pas mal parce que je me rends compte ô combien, moi j'analysais, alors c'était plutôt du côté de pas tomber, enfin, je tombais tellement avec mon corset parce que j'avais plus perception de mon corps, où je me prenais des murs, tu sais, dans les encadrements, tu prends trop court ton virage Oh, pour prendre la porte et tu te le prends, quoi. Et en fait, bah, au fur et à mesure, tu captes en fait que tu vas pas te prendre et te faire des bleus tous les 4 matins parce que t'as pris trop court ton chemin, ou t'avais pas calculé qu'il fallait sauter un petit peu plus haut pour pas se prendre le truc. Et je pense que la peur de la chute, des choses comme ça, c'était des trucs hyper... ouais. Ouais. Tu te rends compte finalement que ton cerveau, tout ton fonctionnement, il analyse en fonction de ça, ton oui, environnement, là où peut-être que c'est plus insouciant chez d'autres, sûrement d'ailleurs. certainement. Oui, 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 cette notion de justement de sentir ce danger invisible en fait, parce que finalement il n'est pas là non plus, mais c'est les circonstances qui font que tout à coup il peut venir. Mm. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc on a un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où on se dit à un moment donné, ça va m'arriver quoi. Donc Ça oui, fait trop longtemps que c'est pas arrivé. Soyons encore plus vigilantes. c'est ça. Genre, oui, oui, c'est exactement ça. C'est même un peu louche, en fait, quand ça va. Alors complètement.
et plein de réflexions comme ça que je me faisais quand j'étais plus jeune, où tout à coup je me disais, ah mais ça fait longtemps que j'ai pas été malade. Et ben dans la semaine qui a suivi, c'était parti. Mais comme quoi c'est aussi créateur, tu vois. Et là on revient sur l'anxiété, c'est-à-dire vraiment, parce que là on parle d'anxiété, de la peur de l'avenir aussi, etc., des choses qu'on imagine, enfin voilà, des scénarios qu'on se fait et qu'on vit pas, enfin, qu'on vit dans sa tête finalement, qu'on crée et qu'on rend disponible dans la vraie vie parce que on les a. Enfin je veux pas dire par là qu'on crée les choses, mais il y a quand même quelque chose de créateur dans notre pensée. Donc, c'est fou quand ça arrive, et encore plus quand on est petit. Oui. Mm. Est-ce que tu as déjà eu des questions existentielles un peu qui ont émergé par rapport à ça? Euh, ou à cause de ça? Tout le temps. Non, je dirais que la première vraie pensée que je me souviens, j'avais 8 ans. Avant, je pense que j'en ai eu d'autres, mais il y avait plus cette notion de je me laisse porter, il y a cette normalité, et puis même si je me sens en décalage, voilà. Et puis à 8 ans, non, ça allait plus très bien, parce que vraiment, il y avait cette notion aussi de trop plein, de se dire, mais en fait, pourquoi je dois porter, pourquoi je dois subir, etc. Et je me souviens vraiment, mes parents avaient une grande bibliothèque avec pas mal de livres. Et là, il y avait un livre, je me suis dit, c'est le Saint Graal, enfin. C'était marqué, je crois que c'était une série de livres qui venait toutes les années ou tous les temps de temps. C'était marqué Réponse à tout. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh! Alors j'ai pris ce livre et j'ai commencé à chercher dans les pages. Et ma question, c'était, qu'est-ce qu'on fait là? Qui nous a mis ici? Et c'est quoi le but? J'ai jamais trouvé dans ce livre ma réponse. Et j'ai jamais osé poser la question à quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc, je comprends pas. On nous a amenés ici, je ne sais pas comment on est venu, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a pas donné les règles du jeu en fait. Je comprends pas, je sais pas. Et en fait, c'est peut-être pas forcément que lié à ça. Je sais que c'est aussi lié toute à cette notion d'incarnation, hein. Mais il y avait vraiment cette notion de me dire, je subis pas tout ça pour rien en fait. Mhm. Il y a autre chose et c'est vrai que j'ai toujours observé le monde différemment, j'ai toujours eu des liens avec les gens différemment, enfin, tout était différent. Je me suis toujours entendue beaucoup plus avec les gens qui étaient plus âgés que moi parce qu'il y avait cette notion de plus posé, de plus calme. C'est vrai que je ne comprenais pas vraiment ce que faisaient les enfants de mon âge parce qu'il y avait moins cette spontanéité et le fait de suivre juste ce qui est là, je ne pouvais pas. Donc, ouais, les questions existentielles suite à ça, c'est aussi, là, en l'occurrence, ça touche l'alimentation chez moi, mais c'est enfin, c'est quoi un aliment? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le corps? Comment ça se fait que l'aliment, en fait, on le prend puis qu'on soit toujours en vie? Enfin, c'est des choses, c'est la terre qui produit un aliment qu'on vient manger. Il y a enfin, toute une chaîne de questionnement de autant de la complexité, mais de la simplicité du fonctionnement du corps humain, une fois qu'on le remet dans le contexte, et que un être humain, ça a besoin de ça pour vivre. Euh, Tout le reste, on n'a pas besoin. On s'est créé des besoins qui n'existent pas. Et par rapport à ça, eh bien, quand tu reviens aux besoins fondamentaux, tu es une illuminée de service. Donc, c'est vrai que ces questionnements-là m'interpellent à me dire, mais pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça alors que c'est la base? Surtout toi, ça vient vraiment toucher un des piliers du quotidien de la vie, qui est la nourriture, quoi. Se nourrir. C'est ça. C'est vraiment. Puis je me souviens, en étant plus jeune, à l'école, on avait observé la pyramide de Maslow avec les besoins, etc. Et à ce moment-là, ça m'avait déjà fascinée. Je m'étais dit, il y a vraiment un truc là-dessus par rapport à ce que j'observe qui se déroule et ce que je lis. Il y a déjà un décalage pour beaucoup de monde. Donc là, ouais, à ce moment-là, je me souviens avoir eu cette pensée. Et puis peu de temps après, en biologie, on avait appris le principe de l'homéostasie.
Et là, à ce moment-là aussi, j'ai eu cette pensée de me dire, OK, donc si un système il veut être en équilibre, il faut qu'il ait tout ce qu'il ait besoin pour pouvoir être en équilibre. Donc finalement, ça se regroupe. Donc il y avait mais beaucoup de choses en fait. Puis, à ce moment-là, bon, bah, j'ai laissé couler parce que finalement, je me disais, mais pourquoi peut-être je suis la seule à me poser ces questions et que ça a l'air d'effleurer personne? Personne n'y pense. Non, ah bah non, arrête de nous embêter en fait. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Donc c'est vrai que ces questions existentielles, c'est vraiment même des questions même de bah, la maladie et la santé. Et sur cette compréhension globale de les gens s'étonnent d'être malades, alors que quand on regarde comment ils fonctionnent, alors c'est sans jugement dans le sens où chacun fait ce qu'il veut et tout ça, mais c'est vrai que bah, c'est cette fameuse notion de conséquence en fait. De Tu cause à fais, effet. as des actes et voilà ce qui se passe. Ça Donc t'a ouais, beaucoup interrogé, ouais, dans ta vie. mhm, c'est ça. Ça a remué des questions que peut-être d'autres n'ont pas eu l'occasion, j'allais dire. Parce que finalement, ça a été un peu l'occasion en or pour ouvrir la palette des questions. Et souvent, le corps est une bonne ouverture à tout ça. C'est même la meilleure et c'est vrai que je l'observe beaucoup maintenant parce que j'ai grandi en ayant l'impression de ne pas avoir de corps. Parce que vraiment, il y avait eu bah, cette dissociation de me dire, mais en fait, ce truc-là qui m'handicape, avec lequel je ne peux pas être dans la masse, parce que justement, il a trop de problèmes, il ne peut pas respirer comme il faut, il ne peut pas manger ce qu'il veut, etc. Je dois quand même faire avec. Il m'handicape pour de vrai. J'ai plus envie de l'avoir. Il me freine, en fait. Bah, suite à cette crise d'épilepsie, où j'ai commencé à retrouver vraiment des sensations et de voir, ben, j'ai dû réapprendre à marcher. Donc, du coup, de reprendre contact avec ces principes même de respiration pour pouvoir guider chaque action qu'on fait. C'est un truc instinctif qui vient depuis la naissance, hein, en principe. Mais là, de devoir le réapprendre et de voir l'ampleur que ça amène dans la totalité de notre existence, c'était d'une puissance, mais juste phénoménale. Donc là, de redécouvrir que le corps n'est pas un handicap, c'est un curseur qui nous indique qu'est-ce qui se passe à l'instant T et voir ben, comment on ajuste ça pour être pleinement en phase avec. Ouais, et ô combien aussi, quand on traverse tout ça, quand on a traversé le fait de réapprendre les choses qui paraissent être les plus basiques, on se rend compte que c'est pas des acquis. Oui. Et là, on devient les maîtres de la célébration, regarder toutes les petites choses, être trop content, etc., etc. Ça me Ça, fait- Et après, les gens te demandent pourquoi tu célèbres autant les tout petits trucs. oui, Et parce que on est debout. mais c'est ça. Et toi, bah, par rapport à ton expérience aussi, le fait de justement de réapprendre ces notions de proprioception, ces notions de verticalité, et tout ce qui va avec, et tout ce que je peux même pas imaginer que tu as vécu dans ton corps, euh, c'est tellement grandiose, mais sur quelque chose qui est basique. Mm. On en a fait quelque chose de basique. Alors que bah, si tu reprends vraiment ce que c'est pour ce que c'est, mais c'est juste énorme. Et Bah, en puis même temps, on a mis du temps à marcher, par exemple. Genre, à apprendre à marcher. bah oui, ouais, Et puis au là, en même temps, final, après, on pense que c'est normal. tu peux marcher en même temps que tu téléphones, en même temps que tu regardes quelque chose. Je me suis- Voilà, mon cerveau se pose beaucoup de questions. Et l'autre fois, j'étais en train de descendre un escalier. Puis je me disais, ah, t'imagines le nombre de muscles qui sont en train de se rééquilibrer par rapport à l'oreille interne, par rapport au système vestibulaire. Puis après, j'essayais de faire des exercices. Alors je me disais, je me mets de profil, puis je descendais comme ça. Puis je me disais, mais là, c'est pas possible. L'intelligence du corps. Non, mais je suis comme toi. Des fois, je me dis, ah waouh, la Suzanne qui a 14 ans, elle pouvait même pas respirer. Tu vois? Oh, Et en fait, genre, ben, mais malgré tous les petits gros problèmes et tout, waouh. Alors, on peut pas. Enfin.
Enfin, je veux dire, on va pas tout remettre à l'échelle de ça, au regard de ça non plus. Et c'est vrai que ça ramène aussi je sais pas, une certaine candeur finalement derrière tout. C'est C'est-à-dire ça. la gravité des choses, elle est à un niveau déjà auquel finalement dans notre quotidien aujourd'hui, on a réussi à se prémunir de ce niveau maximal, quoi. Enfin, peut-être toi, c'est différent. Moi, je sais que maintenant, je suis plus touche-touche avec le niveau rouge. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que je le vois, je peux le percevoir, etc., mais que j'arrive à réguler davantage, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui, toi, t'aide concrètement, justement, quand tu sens que ça monte comme ça? Que ça soit le stress, les symptômes, la fatigue. C'est vraiment de revenir au corps, en fait, constamment. C'est de sentir, ressentir, de prendre le temps de respirer, le temps de me reposer, euh, le temps simplement d'observer. Je crois que vraiment revenir aux sensations, aux cinq sens, enfin, cinq sens physiques, hein, c'est quelque chose que ben, justement, comme tu dis, hein, c'est quelque chose de base, enfin, qui est de base et qu'on zappe totalement, mais qui est énorme. Et dans ces notions de sensibilité ou de ce qu'on appellerait plutôt de la vulnérabilité, d'être constamment en lien avec beaucoup, beaucoup d'informations, eh bien, on continue d'accumuler énormément par les sens, mais on surcharge. Et puis, eh ben, finalement, cette surcharge fait que tu n'es plus en capacité vraiment d'être pleinement présent, parce qu'à nouveau, tu recloisonnes, tu recoupes. Donc là, de simplement reprendre le temps de regarder, d'observer, de toucher, de sentir et de respirer, c'est vraiment des choses pour moi qui sont essentielles. Et puis, bah, à côté de ça, je me suis aussi bah, beaucoup formée. De base, je me suis beaucoup informée moi-même pour ensuite pouvoir bah, expérimenter et bah, là, possiblement aussi après le proposer aux autres. Mais c'est des outils vraiment qui m'ont apporté des choses juste exceptionnelles dans ma capacité à me rendre compte que j'étais capable de me détendre. Mhm. Et ça, c'est juste énorme parce que j'allais me faire masser tous les mois. Je me disais, ok, c'est cool. Mais finalement, tous les mois, je devais y retourner parce que j'étais quand même toujours tendue. Et là, le fait de me dire, j'ai plus besoin de ça, ça me fait plaisir de temps en temps, mais j'ai plus besoin de ça parce qu'en fait, cette notion de détente intérieure, de dépôt complet dans mon corps, et ben, j'arrive à le faire aussi toute seule. Ouais. Dans le quotidien. C'est ça. Et bah, une méthode, moi, qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide beaucoup, c'est le yoga nidra. Vraiment cette notion de venir se déposer dans le corps, de retirer l'essence, puis vraiment de venir s'observer, en fait. Et de se rendre compte que, OK, quand je m'observe, ce qui se passe dans mon corps, bah, c'est complètement détendu. Et ça, c'est énorme parce que justement, on peut se rendre compte que bah, ce qui se passe, c'est un mouvement dans le corps. Mais on n'est pas ce mouvement-là. Donc finalement, quand on arrive aussi à prendre des perspectives différentes, ben, on arrive encore plus à avoir ce détachement et à apaiser toute cette surstimulation et cette agitation qu'on a à l'intérieur. Oui, et puis la présence à soi, ça permet aussi justement de décharger, enfin de vider son seau, quoi, C'est de ça, temps en temps. exactement. On arrive à la fin, même si c'était très sympa, on fera peut-être un épisode 2. On en parlait tout à l'heure, on verra. Vous nous direz si vous avez envie qu'on parle. D'ailleurs, on voulait parler d'hypersensibilité. Si c'est quelque chose qui vous dit, on pourra en reparler. Ou si se trouve, on rediscutera et on aura une autre dinguerie qui arrivera et on vous en refera un autre épisode. Pour la dernière question, est-ce que tu pourrais, enfin, si tu pouvais dire quelque chose enfin, une chose à Gessaline d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Waouh. Hmm. Ah, j'aurais plein de choses à lui dire. Mais je crois que vraiment celle qui revient, c'est fais-toi confiance. Et je crois que celle-là, vraiment, c'est fais-toi confiance dans tous les aspects de qui tu es et de ce que tu ressens. Et c'est pas parce qu'on t'a collé une étiquette que c'est ce qui est et c'est comment tu dois réagir.
C'est chaque chose évolue et d'un jour à l'autre, c'est pas la même chose. Mais quand tu reviens à ce que tu ressens, eh bien, à partir de là, ça sera toujours en fait aligné avec la version qui est là maintenant. Et fais-toi confiance vraiment dans ce sens-là, à pas regarder cette normalité extérieure, mais à regarder ce qui vit à l'intérieur. Je crois que ça sera ça. Mhm. Magnifique. Merci Gessaline pour ta Ouais, confiance, ouais, Suzanne. aussi pour la justesse de tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. Euh, Si vous écoutez cet épisode-là et que peut-être que vous vivez quelque chose, une maladie invisible, des allergies chroniques, un problème de santé tout autre qui se voit pas en tout cas, moi j'ai envie vraiment de vous dire, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'exagérez pas et vous n'avez pas à prouver en permanence que c'est réel. Ça, je pense que c'est important de revenir une dernière fois dessus. J'espère que cet épisode aura pu au moins, même si c'était qu'à une seule personne, résonner, aider, mettre des mots sur ce qu'on peut vivre, sur ce qu'on peut traverser, sur ce qu'on peut peut-être ressentir, et pour se sentir moins seul aussi avec tout ça. Donc bien sûr, si cet épisode vous a parlé ou peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Je pense que elle est là, notre responsabilité à tous aussi, même si on ne trouve pas toujours les mots parce que bah, on est dans sa vie et c'est pas toujours, et puis les bêtises viennent très vite dans nos bouches, j'en fais partie. N'empêche qu'on a notre petite pierre à chacun à pouvoir mettre, donc n'hésitez pas à le partager aussi, à laisser un avis ou laisser des commentaires. Je pense qu'on sera vraiment hyper contente d'y répondre, de regarder tout ça. En tout cas, j'espère que ça trouvera les bonnes personnes, celles qui ont besoin de l'entendre. Si vous avez aussi envie d'aller plus loin, je vais mettre Gessaline enfin, les différents liens, peut-être de ton Insta ou de tout ce que tu veux mettre en tout cas dans la description de la vidéo ou du podcast de l'épisode. Moi, vous me connaissez donc vous savez où je suis. Tous les liens seront aussi en bas de la description. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis bah, prenez soin de vous. Toi, Gessaline, prends soin de toi. Je sais qu'on ne s'appelle pas tout le temps, tous les 4 matins, mais en tout cas, on garde le fil entre toi et moi via le regard, justement. Et puis, ben, si tu as envie de dire quelque chose d'ailleurs pour la fin, et puis sinon, on va clôturer comme ça l'épisode. Mais je tenais simplement à te remercier vraiment pour cet espace que tu as créé aujourd'hui, pour cette opportunité de venir en discuter avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et juste pour la petite anecdote, on a mis un moment à pouvoir se voir pour faire cet épisode-là aujourd'hui parce que à l'intérieur de moi, il y avait besoin d'un réalignement aussi sur différentes choses. Et je crois que je peux dire officiellement qu'il y a cette part de guérison qui est en train d'arriver et c'est aussi bah, grâce à toi et grâce à ce que tu m'as proposé aujourd'hui. Et je voulais simplement te remercier infiniment pour ça et pour qui tu es. Trop bien. Moi, j'ai rien de plus à dire sans pleurer. Ah, l'hypersensibilité! Non, pas du tout. Bon, merci. Et merci d'avoir été à l'écoute si vous êtes encore là dans l'épisode. Et puis à très vite. Bye bye. Merci d'avoir écouté Be Back. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.